Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les secrets de l'histoire. Aujourd'hui on va s'intéresser à des projets qui ont été finalisés ou non pour certains, des projets de l'armée allemande de la Seconde Guerre. Je parle évidemment des Wunderwaffen. On va s'intéresser à 5 d'entre elles aujourd'hui. On a parlé du MOS rapidement la dernière fois sur la première vidéo. Le MOS qui est une Wunderwaffe, puisque c'était le prototype du char super lourd E100. On ne reviendra pas dessus sur celui-ci, mais j'ai oublié de mentionner son appartenance à ces fameuses Wunderwaffe. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à 2 avions, un mortier, une bombe et à une arme d'infanterie. Le premier avion dont on va s'intéresser est le Messerschmitt 262. Aussi, je vais l'abréger en 262, c'est plus simple. Le Messerschmitt 262, c'est le premier avion à réaction du monde. Ni plus ni moins. Aussi simple que ça. Les Allemands ont persévéré dans tous les domaines et ils ont été précurseurs dans la grande majorité d'entre eux, si ce n'est pas pour dire tous. Non, pas tous, parce que les chaînes de ravitaillement, on en reparlera avec Barbarossa. Le ME262 est donc le premier avion à turboréacteur, puisque sa vitesse maximale est de 870 km/h pour le modèle le plus léger. Évidemment, il y a différents modèles d'appareils. 870 km/h équivaut à peu près à Mach 0,92. Mach 1 étant la vitesse du son. Donc ils étaient littéralement en train de flirter avec le mur du son. A savoir que les avions de cette époque, vu qu'on parle d'un chasseur, on va parler d'autres chasseurs, on va prendre deux comparaisons. Le P-51 Mustang américain, lui, frôlait les 700 km/h, alors que le Spitfire anglais, lui, frôlait les 590. Il y a quand même une marge de plus de 100 km/h, c'était flagrant. Après, les 262 n'étaient pas tout beau tout rose, déjà utilisés par l'armée allemande, les méchants de l'époque, mais surtout parce qu'ils étaient des machines à tuer littéralement. Là où des Spit et des P-51 pouvaient servir à simplement faire de la chasse, le 262 était équipé pour faire de la chasse et de la cible au sol. Notamment, on le remarque par leur armement, tout simplement. Ils pouvaient équiper différents calibres, allant de 4 canons de 30 dans le nez de l'avion, en passant par 2 canons de 20 additionnels, donc ils rajoutaient en plus de la série. Il y a même une série qui avait un canon de 50. Un canon de 50, c'est un canon de char. C'est un gros canon. Là, on parle d'un avion qui est lourd. Il fait 4 tonnes 5 à vide, sans pilote, sans munitions, sans carburant. Chargé, il en fait 6 tonnes 4. Enfin, chargé. Certains de 6.2 étaient équipés aussi de supports de bombes. Il faut se servir comme bombardier. Une des grandes demandes du Führer de l'époque. Ah, les 262, on va mettre des bombes dessus. Comme ça, on va casser leur aérodynamisme, leur vitesse et leur maniabilité. T'as raison. Ils ont mis des bombes, c'est pour ça qu'ils montaient à 6 tonnes 4 de charge. Sauf que rajouter des bombes, c'est rajouter de la structure sur l'avion, rajouter du poids sur l'avion, mais surtout perdre en vitesse. Donc les 262 équipés de bombes étaient plus lents que les 262 lambda, ce qui faisait qu'ils se retrouvaient dans les plages de vitesse, ou presque, des chasseurs ennemis. Les 262 étaient des avions grands précurseurs. Leur moteur à réaction a été fait en 2 phases. Il y a d'abord eu les Jumeaux, qui étaient les premiers, qui étaient efficaces mais peu fiables. Les réparations demandaient du temps, toujours moins que sur un moteur à piston. Mais c'était pas encore ça, c'était des premiers. Après, c'est BMW qui s'y est mis. Ils ont fait des BMW 003. Ces moteurs-là étaient plus fiables, plus puissants, et avaient une consommation légèrement moindre. L'avantage des 262 au niveau stratégique, comme au niveau économique, était l'universalisation des avions, étant donné que ces avions-là étaient plus rapides et plus puissants que tous les autres en face, que tous les autres concurrents qu'il y avait en face. Pourquoi se faire chier à faire 25 000 avions différents? Les 262 ont été aussi un casse-tête d'ingénierie. Si tu poses ton avion et que tu freines,
va automatiquement piquer du nez avec la vitesse et la puissance. Il a donc fallu mettre le train d'atterrissage à l'avant, et à l'avant, il faut qu'il soit repliable pour ne pas encaisser léger et qu'il ne casse. Sinon, tu atterris sur le ventre et là, ça fait du dégât. Les 262 étaient littéralement un défi technologique que les Allemands ont réussi à passer. Il y a eu 1430 avions de produits. Mais le 262 n'était pas le seul avion. Il y avait aussi le Horton 229, la deuxième Wunderwaffe. Pourquoi donner deux avions dans la même vidéo si on parle de différentes Wunderwaffe? Parce que là où le 262 était un chasseur qui on a mis des bombes, le Horton, c'est un bombardier à qui on a mis des canons de chasseur. Et puis, merde, c'est pas un avion, c'est une aile volante, c'est pas pareil. Un avion, à la fin, il y a la queue, avec l'empennage et la dérive. Le Horton n'en a pas. C'est juste le cockpit, les ailes. Pour tourner sur lui-même, il y a des petits volets qui se décalent sur les ailes, et terminé. C'est comme ça qu'il se pilote, c'est une aile volante. Celui-ci avait un nom de code, c'était le 3 x 1000. Pourquoi 3 x 1000 1000 km/h pour 1000 tonnes de bombes sur 1000 km. Spoiler alert, ils ont failli réussir. Il atteignait 977 km/h. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il est arrivé à Mach 0,92. C'est presque la vitesse du son. Il l'a frôlé de si peu. Le projet a été commencé avant la Seconde Guerre, des ailes volantes. Les Américains y ont touché vite fait, mais ils n'ont pas causé plus que ça. Tandis que les Allemands, eux, à l'arrivée de la Seconde Guerre, ils sont mis dessus réellement parce que les deux concepteurs de base étaient allemands. Et ils ont donc sorti avec des turboréacteurs cette machine. Les moteurs à hélice étaient trop gros et cassaient l'aérodynamisme de l'avion, alors que le turboréacteur qui s'enfile dans la carlingue était littéralement ce qu'il fallait. Un profil aérodynamique incontestable, une puissance moteur ahurissante, les mêmes moteurs que le 262, les Jumo et les BM. Que demander de plus? Et bien ce qu'il y a de plus à demander, c'est la furtivité. Cet avion était le premier avion furtif. C'était pas voulu à la base. Sur un souci d'économie, ils ont fait de la structure extérieure de l'avion, donc les ailes, le cockpit et les moteurs sont en acier bien évidemment. Mais la structure des ailes, elle, est en bois, en contreplaqué et en colle. C'est littéralement comme si tu fabriquais une niche à oiseaux en bois. Là où tous les avions, ou presque, avaient dans les ailes des petits renforts, des longerons, avec des alliages et un peu d'acier pour la solidité, eux, c'était du bois. Ce qui fait qu'au radar, ça ne bip pas. Donc ils sont furtifs, ils passent sous les radars, personne ne les voit arriver. Malheureusement, cet avion aboutit, entre guillemets, parce que la fin des vol tests a eu lieu en 1944, un an avant la fin de la guerre, ce qui a empêché, entre guillemets, un renfort allemand aérien conséquent, d'autant plus qu'il est équipé de 2 canons de 30. Les Allemands étaient déjà de base équipés des canons de 20. Il y avait 2 canons de 30 sur un bombardier qui pouvait faire office de chasseur. Toujours plus. Pour la troisième Wunderwaffe, on va parler du Karl Gerhardt. Le Karl Gerhardt, qu'est-ce que c'est? Le Karl Gerhardt, c'est la merde. C'est dur à classifier. Ça peut être compté autant comme un char que comme une artillerie. Mais ça reste un canon d'appui avec un calibre conséquent, ce qui veut dire que c'est aussi une artillerie mobile. Il a plus été catégorisé dans cette classification, puisque son déplacement n'est pas vraiment avantageux, autant qu'un char. On parle quand même d'un monstre qui a un calibre de 600 mm, pour le plus gros calibre, je vous rassure, le plus petit ne fait que 54 mm. Ah, c'est quand même conséquent. Le Karl était si gros et si lourd qu'il n'avançait que de 10 km/h. Pour faire 100 km, il lui fallait 2000 litres de carburant. Est-ce que c'est bon pour vous?
Il avait un réservoir aussi, évidemment, vu que c'était un autopropulsé, il s'était auto-alimenté, de 1200 litres. Son réservoir ne suffisait pas à faire son bain. Enfin bref, ça c'est un autre problème. Qui a été corrigé, ou plutôt évité, puisque le Karl fut monté sur des chemins de fer. Pas comme la Grande Bertha, attention, on parlera dans une autre vidéo des Wunderwaffen, parce que lui, c'est littéralement 2 wagons qui viennent le supporter au-dessus des rails pour se balader en train. Ils n'avaient pas peur, les mecs. Étant donné qu'il avait 2 calibres, il avait donc deux canons. Il ne s'interchangeait pas, évidemment. Il y a eu un total de 7 véhicules produits, un qui reste un prototype qui n'a jamais servi, exposé au musée de Koublik en Russie, comme le Mose. Sur les 2 canons, le canon le plus long, donc qui faisait 6,24 m, qui était le calibre de 540 mm, 54 cm, pouvait tirer à 10 000 mètres. La précision du canon était de 10 mètres. Autrement dit, quand tu visais une cible, ton obus tombait à 10 mètres de la cible. Une précision aberrante. Vous allez me dire, oui, mais 10 mètres, c'est loin. Oui, sauf quand ton obus il est gros comme ça. Parce que c'est pas des obus perforants qui tiraient, c'était des obus explosifs. Là, on parle d'un obus qui explose avec je ne sais combien de kilos de TNT, qui souffle donc sur une bonne zone, tout ce qu'il y a autour. Le seul problème de ce char, de cette artillerie, qui a été conçu d'ailleurs entre 1937 et 1940, c'est qu'il devait servir contre la ligne Maginot, lors de l'offensive allemande, pendant que la Blitzkrieg attaquait le nord. La Blitzkrieg a été tellement rapide que les Karl n'ont pas eu le temps d'arriver à la ligne Maginot. Ils sont arrivés après, ils ont fait un peu de dégâts, mais sans plus. Les Allemands étaient déjà rentrés en France. Ils ont donc eu une deuxième utilisation au siège de Sébastopol. Alors Sébastopol, c'est ici. C'était littéralement un port dans la mer Noire dirigé par l'armée rouge. Autrement dit, l'un des points stratégiques de la Russie à cette époque, de l'URSS à cette époque. Ils ont rasé la ville et ils ont détruit le port. Ce fut un carnage, mais une victoire incontestable des Allemands. Une vidéo viendra dessus également. J'en parlerai vite fait durant l'opération Barbarossa. Pour terminer, il faut savoir que le Karl Gerhardt était utilisé par 21 membres d'équipage qui à eux tous s'occupaient du véhicule. Ça indique la grosseur du bordel. Le rechargement d'une munition prenait 10 minutes. Les munitions étaient tellement lourdes et grosses, comme le Sturmpanzer, il y avait une petite grue pour le charger, mais là, il y avait littéralement un châssis de Panzer IV qui était adapté pour transporter les munitions du Karl. Ce châssis a été nommé par les Allemands Munitionspanzer, le transporteur de munitions. On va désormais passer à la Fritz X. La Fritz X est une bombe navale. Son objectif, détruire les bateaux. Là où quasiment toutes les bombes étaient juste lâchées par les avions et tombées à peu près là où l'avion visait, la Fritz, elle était téléguidée. Comme sa petite sœur, la Henschel 293, la Fritz était radio-guidée. Autrement dit, dans le bombardier, t'avais un mec, son taf, c'était littéralement, avec des manettes ou une télécommande, je sais pas, de guider la bombe. Et il y avait des petits propulseurs sur les côtés avec des petits volets pour la faire tourner. Rien de bien incroyable, mais tout de même à l'époque c'était révolutionnaire. Aucune bombe n'était réellement guidée à ce moment-là. Elles étaient juste lancées dans la direction. La portée de guidage de la bombe était de 5 km. Les avions devaient donc se caler à environ 4500-5000 pour les larguer. Généralement ils volaient à 6100 pour éviter les DCA. On va pas se leurrer, un bateau, ça a des bons canons antiaériens et un bon quota de quantité. Ça aurait été un carnage s'ils étaient vraiment restés à 5000. Avec un poids d'environ 1,3 tonne, il y avait au total, à l'intérieur de la bombe, 300 kg d'explosifs. 300 kg d'explosifs Amatol qui est équivalent à 400 kg de TNT. Le reste était littéralement du blindage pour perforer le pont et l'ordinateur de guidage. Ces bombes ont été destructrices pour les alliés qui se faisaient laminer. Elles avaient un contre très simple. Le
être un brouilleur radio. Les bombes ne recevant plus les informations, les Allemands ne pouvaient plus les guider, le bateau pouvait facilement les éviter. Pour la dernière Wunderwaffen, on va parler du Sturmgewehr. Si vous êtes un fan d'armes d'infanterie, vous devez forcément connaître cette arme sous le nom Sturmgewehr, MP43 ou STG44, voire MP44. Cette arme, c'est le premier, ou plutôt le précurseur de tous les fusils automatiques, de tous les fusils d'assaut modernes. Son histoire est folle. Les Allemands voulaient changer après la Première Guerre mondiale et remplacer leur carabine 98K. Ce qui en soi était une bonne idée. Les carabines étaient lourdes, grandes et pas si efficaces que ça avec un temps de rechargement. Bah, c'est une carabine quoi, tu mets un peu de temps. Il y a eu donc deux solutions. Le Mosergewehr 41, qui était déjà en cours de production à l'époque, qui compensait, on va dire, la différence de puissance, mais qui s'enrayait facilement, le canon se bouchait à cause de la poussière et du sable, qui avait plein d'autres petits problèmes. Et il y a eu deux entreprises qui se sont mis dedans. Il y a eu la société Walter et la société ANL, qui ont, de leur côté, c'était un appel d'offres, contribué à la création d'une arme, le MKB-42. W pour l'un des fabricants, H pour l'autre. L'arme était franchement pas mauvaise, elle était très prometteuse. Mais le Führer a demandé l'arrêt de la production. Il a encore une fois intervenu. Il est arrivé pour les 262, il revient pour le Sturmgewehr. Dès qu'il y a un truc qui fonctionne, il faut qu'il le change. Il a demandé l'arrêt de production de ces armes qui pourtant étaient loin d'être mauvaises, parce qu'elle ne pouvait pas utiliser les munitions des anciennes armes. Dans un sens, ça se comprend, l'Allemagne est quand même en déficit, elle a perdu la Première Guerre mondiale et elle entame la Deuxième, elle a plein de ressources. On lui dit que la nouvelle arme qui fait des miracles, elle a besoin de nouvelles munitions et que tout le stock qu'on a, il est inutilisable. Ça fout un coup quand même. Donc, malgré cet ordre, ils ont continué la production et les tests de l'arme, à les distribuer à différents régiments pour qu'ils les essayent. Et ça a tellement plu aux soldats et aux officiers qu'ils ont continué en cachette. Cachette qui fut révélée pas longtemps après, parce que l'arme s'appelait la MP43 lorsqu'elle est sortie de manière non officielle. Même pas un an plus tard, c'est remonté aux oreilles du Führer et ils ont dit pas mal la nouvelle arme là. J'aime bien. Bonne idée. Le mec il a dû accepter, il a dû officialiser la MP43 de Sturmgewehr comme arme officielle du Troisième Reich, le premier fusil d'assaut semi-automatique. Donc elle s'appelait MP43, puis MP44 pour la date d'adoption, finalement officielle du truc dans l'armée, puis STG pour vraiment donner un nom, fin du nom de code MP terminé, l'arme est finie, STG, Sturmgewehr. Il y a eu à environ 500 000 de ces armes de produites. Sur les 500 000, 300 000 furent utilisées par les Allemands. Les 200 000 restantes furent réquisitionnées par l'armée rouge durant la fin de la guerre, à partir de 1944, quand l'opération Barbarossa a fini de foirer. Ils ont récupéré des stocks et une certaine légende dirait que la STG serait le père de la Kalash aujourd'hui. Les deux ont une conception très simple, les deux fonctionnent très bien. La Kalash reste plus moderne, mais tout de même, grandement inspirée. Rien n'est prouvé, mais tout est supposé. Étant donné que l'armée rouge a toujours tendance à cacher des trucs sous le tapis, c'est une vérité qui peut peut-être être véridique ou fausse. Si vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Malgré tout, le Sturmgewehr n'était pas exempt de défauts. Il pesait quand même 5,2 kg, c'est pas mal. Le chargeur était littéralement droit, donc va tirer à plat comme ça c'est compliqué. Il devait se mettre des trous pour être debout ou alors tirer couché, comme ça c'est pas pratique. Bien que beaucoup de choses ont été faites, notamment des lunettes pour tirer avec précision, des visées infrarouges, des lance-grenades, et j'en passe. Parce que si je fais la liste de tout ce qui a sorti, il faut que je fasse une vidéo entière sur Sturmgewehr, ça sert à rien. Ils ont également été montés sur des chars, notamment sur les châssis des Panthères et sur les tourellots commandants des Tigre 2. Preuve de leur efficacité, ils ont même été montés sur les véhicules.
Ceci dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires pour ajouter ou corriger quelques petites erreurs que j'ai peut-être pu faire, je reste un amateur, hein, les gars, on se détend. N'hésitez pas à aller en commentaire, je suis preneur des critiques. Je remercie également le musée de la Victoire de Normandie, qui m'a donné des informations sur l'une des Wunderwaffen. Essayez de deviner laquelle en commentaire. Là-dessus, je vous propose de vous abonner, partager la vidéo avec la petite cloche et bien sûr le petit like, ça fait toujours plaisir pour rester au courant des prochaines qui vont sortir. Sur ce...